Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Peter Schiff, PDG de Euro-Pacific Asset Management et animateur du très populaire podcast The Peter Schiff Show. Je laisserai un lien dans la description. Merci d'être revenu parmi nous. Alors, nous savons que la politique et l'économie vont souvent de pair. Et j'attendais avec impatience l'occasion de vous interroger sur la dimension économique de cette guerre contre l'Iran. Je ne sais pas vraiment par où commencer. Peut-être par la dissuasion iranienne. S'agit-il simplement d'un effort pour repousser les États-Unis? Est-ce principalement destiné à nuire à l'économie? Ou comment percevez-vous la dimension économique de cette guerre? Eh bien, je pense que cela va avoir des répercussions négatives. L'économie était déjà faible avant que nous ne lancions cette guerre. En fait, nous venons de recevoir les chiffres de l'emploi pour le mois de février, qui bien sûr date d'avant la guerre, et nous avons perdu 92 000 emplois. C'était le pire rapport depuis 5 ans, du moins selon les données initiales. Mais avec les révisions à la baisse, il y a en réalité une perte d'emploi encore plus importante en octobre 2025. 3 des 5 derniers rapports mensuels sur l'emploi ont montré des pertes nettes d'emploi. Nous avons donc un marché du travail très faible, qui va maintenant s'affaiblir encore davantage à cause de la guerre. Nous subissions déjà des pressions inflationnistes et elles vont désormais s'intensifier encore plus. En fait, le pétrole est maintenant à presque $90 le baril. Il a augmenté de plus de 60% depuis le début de 2026. Donc vous savez, les consommateurs vont subir le pire de tout, un affaiblissement de l'économie, des pertes d'emplois et une hausse du coût de la vie. C'est très dommageable. La guerre, vous savez, est évidemment coûteuse. Si elle dure plus longtemps que ce que l'administration espère, ce qui sera probablement le cas, car je ne connais pas de guerre qui se soit vraiment déroulée comme les va-t-en-guerre l'avaient promis. Vous savez, nous nous engageons au Moyen-Orient et nous y restons bien plus longtemps. Cela prend beaucoup plus de temps. Qui sait même si nous pouvons gagner la guerre en fonction de nos objectifs? Je veux dire, pouvons-nous, en fin de compte, bombarder l'Iran jusqu'à sa reddition? Je suppose que nous pouvons leur larguer suffisamment de bombes, mais je ne sais pas si cela permet vraiment de provoquer un changement de régime, car le régime qui émergerait pour combler le vide que nous aurions créé pourrait être encore plus hostile envers les États-Unis que celui que nous aurions détruit. Et qui sait? Je veux dire, il se peut que nous ne puissions pas y parvenir uniquement avec des missiles et des bombes. Il faudra peut-être déployer des troupes au sol, et cela pourrait être un processus encore plus long. Il pourrait y avoir beaucoup de victimes des deux côtés. Donc vous savez, je pense que c'est globalement négatif. Les guerres coûtent cher et elles entraînent souvent beaucoup d'inflation, car les gouvernements ont tendance à les financer par la dette et la création monétaire. Donc je pense que c'est une mauvaise chose. Et je pense que cela va aussi nuire davantage au président sur le plan politique. Je pense que les républicains vont subir un revers lors des élections de mi-mandat et que les démocrates reprendront la Maison-Blanche en 2028. Ce qui n'est pas positif pour l'économie américaine, car je pense qu'ils se sentiront renforcés par un mandat socialiste. Du moins, c'est ce qu'ils vont prétendre. Et ce serait une répudiation complète de tout ce que Trump est censé représenter, à savoir le capitalisme, même s'il est en réalité lui aussi socialiste, si l'on se base sur les politiques qu'il défend. Donc dans l'ensemble, je pense que c'est un gros problème. Mais n'est-ce pas l'un des avantages de la guerre qu'elle détourne l'attention des échecs intérieurs? Je veux dire, ici en Europe, chaque fois que les choses vont mal sur le plan national, on a tendance à se concentrer de manière excessive sur la politique étrangère. Mais avec cette guerre en Iran,
il y a déjà des problèmes liés aux tarifs douaniers et au marché obligataire. On peut regarder les dossiers Epstein. Penses-tu qu'au moins cela passera à l'arrière-plan à mesure que la guerre progressera ou pas cette fois? Eh bien, il y a toujours la possibilité que ce soit précisément pour cette raison que nous sommes entrés en guerre, comme une distraction face à tous ces autres problèmes. En fait, si l'on regarde certaines des anciennes publications de Donald Trump sur X, à l'époque c'était Twitter, il accusait Obama de vouloir potentiellement déclencher une guerre avec l'Iran pour s'en servir comme diversion face à son incapacité à négocier, à la baisse de ses sondages et aux difficultés de l'économie américaine. Il est donc tout à fait possible que Donald Trump fasse exactement ce qu'il pensait qu'Obama allait faire. Et vous savez, il a subi quelques pertes importantes. La Cour suprême a justement déclaré ces tarifs douaniers inconstitutionnels. De plus, ces tarifs n'ont jamais été payés par des étrangers comme Trump l'affirmait. Ils ont été payés par des Américains. En réalité, si l'on regarde les prix à l'importation d'une année sur l'autre, depuis avant la mise en place des tarifs douaniers, voire avant que Trump ne soit vraiment président, jusqu'à aujourd'hui, les prix à l'importation sont restés globalement stables. Ils n'ont pas baissé. Et la seule façon dont les étrangers auraient pu payer nos tarifs aurait été de baisser suffisamment leurs prix pour compenser les droits de douane que nous payons. Mais ils ne l'ont pas fait. Les Américains continuent donc de payer le prix plein pour les importations, en plus des tarifs. Je pense toutefois que cela va changer cette année. Je pense que vous allez voir les prix à l'importation augmenter en plus des tarifs. Les tarifs sont peut-être plus faibles maintenant, car la Cour suprême en a annulé une grande partie, donc nous verrons. Mais au final, cela va se révéler être un désastre politique et économique pour le président. Et bien sûr, oui, regardez ce qui se passait avec les dossiers Epstein. Howard Lutnick, vous savez, dans le cabinet du président, paraît particulièrement mal quand on considère sa relation avec Epstein et les mensonges évidents qu'il raconte pour essayer d'en minimiser l'importance. Je ne pense pas forcément qu'il ait été impliqué dans quoi que ce soit d'illicite, mais je crois qu'il ment sur sa relation avec Epstein. Il a peur de dire la vérité et d'admettre, je pense, à quel point cette relation était importante. Et ce n'était pas seulement Lutnick. Je pense que toute l'administration Trump voulait tourner la page sur les dossiers Epstein. C'était une affaire en cours. Et oui, cette guerre a certainement éclipsé tout le reste dans les gros titres. Et maintenant, la guerre est le grand sujet de conversation. Et donc, il se peut que cela ait été lancé pour atteindre cet objectif. Je ne sais pas, mais je ne crois pas ce que Trump a dit. Je ne crois pas une seconde qu'il ait eu une raison crédible de penser que l'Iran était sur le point de nous attaquer. Cela n'a aucun sens qu'il fasse une telle chose. Et je pense que nous les avons placés dans une position plus forte en les attaquant, car maintenant ils apparaissent comme les victimes et nous comme les méchants. Et, vous savez, s'ils avaient vraiment eu l'intention de nous attaquer, nous aurions dû les laisser faire. Nous aurions alors pu riposter depuis une position morale bien plus solide, et il y aurait eu beaucoup plus de soutien pour la guerre si nous avions été attaqués par l'Iran. Au lieu de cela, nous avons choisi d'entrer en guerre avec l'Iran et de les mettre dans une situation où ils doivent se défendre. Oui, c'est un peu décevant. J'étais au départ assez enthousiaste quant au potentiel d'une présidence Trump. La promesse de réindustrialiser, de mettre fin à toutes ces guerres éternelles et coûteuses et d'avoir plus de transparence pour démasquer la classe Epstein. Mais tout cela s'est en quelque sorte inversé à un moment donné, ce qui a été décevant. Je veux dire,
J'ai été déçu par les politiques économiques du président. Le grand et magnifique projet de loi a été un désastre budgétaire. J'étais contre les tarifs douaniers. Beaucoup d'autres de ces politiques économiques qu'il a défendues, plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit, interdire aux entreprises privées d'acheter des biens immobiliers résidentiels, les efforts pour éventuellement privatiser Fannie et Freddie, ce qu'il a déjà fait avec les GSE, en les poussant à aller sur le marché et à acheter des titres adossés à des créances hypothécaires. Pratiquement toutes ces politiques économiques ont été mauvaises. Mais au moins, vous savez, sur le plan militaire, en matière de défense, il ne déclenchait pas de guerre. Mais maintenant, il a gâché cela. Il a donc trahi tout ce qu'il était censé défendre. Et je pense que cela va être la plus grande erreur politique depuis George Herbert Walker Bush. Lisez sur mes lèvres, pas de nouveaux impôts. Parce qu'il avait fait une promesse au peuple américain et l'a ensuite rompue. C'est exactement ce que Trump a fait. Trump s'est présenté pour mettre fin aux guerres. Il a spécifiquement critiqué les présidents précédents qui étaient partis en guerre au Moyen-Orient et a affirmé que cela ne serait jamais arrivé s'il avait été président. Donc, personne n'a voté pour Trump en espérant qu'il allait déclencher une guerre avec l'Iran. En fait, on disait aux gens que voter pour Harris, c'était voter pour la guerre avec l'Iran, et qu'il fallait voter pour Trump pour s'assurer que cela n'arrive pas. Et maintenant, Trump est président, et nous menons une guerre avec l'Iran. Oui, il y avait aussi la publicité, les Vance Trump, le ticket de la paix. Donc, cela ne s'est pas passé comme prévu. Mais cette guerre, bien sûr, se déroule dans une région très sensible du monde. Et étant donné que les représailles de l'Iran ne visent pas seulement l'armée américaine, mais semblent également cibler les alliés des États-Unis, plus précisément les intérêts économiques, les États du Golfe occupent, je pense, une position intéressante dans l'économie mondiale. Beaucoup de ces pays, souvent dirigés par des familles, sont largement organisés autour de l'énergie, car ils en sont riches, mais aussi autour de la finance et de l'immobilier. Ils sont souvent peuplés en majorité d'expatriés. Alors, comment voyez-vous le potentiel de délitement de cette région? Eh bien, je veux dire, il y a évidemment beaucoup de potentiel là-dedans. Tout d'abord, il y a la perturbation dans le détroit d'Ormuz. Tout le trafic à travers cette voie maritime particulière est interrompu. Environ un quart, peut-être 20 à 25% du pétrole mondial y transite. Mais il y a aussi des missiles qui volent un peu partout au Moyen-Orient, parce que l'Iran se trouve dans une position où il doit attaquer les actifs américains dans les pays voisins. Et nous avons des bases partout au Moyen-Orient. Maintenant, l'Iran lance des missiles sur ces bases pour essayer de les détruire, parce que nous utilisons ces bases pour les attaquer. Mais dans le processus, avec tous ces missiles qui volent dans tous les sens, il va forcément y avoir des dommages collatéraux. Il y aura forcément des cibles civiles touchées par inadvertance. Mais il y a aussi le risque que d'autres pays soient entraînés dans la guerre, car ils pourraient percevoir les actions de l'Iran comme une attaque contre eux, puisque les missiles tombent sur leur territoire. Mais on ne sait jamais, d'autres pays pourraient se ranger du côté de l'Iran dans le monde musulman. Ils pourraient voir l'Iran comme la victime, surtout parce que nous l'avons placé dans une position lui permettant de revendiquer ce statut en étant l'agresseur. Et en lançant une attaque contre eux, je veux dire, il y avait des négociations en cours. Maintenant, Trump affirme qu'elles n'aboutissaient à rien, mais vous savez, on n'est pas censé attaquer les gens avec qui on négocie. Je veux dire, ce n'est pas vraiment correct de faire ça. Il faudrait d'abord rompre les négociations. Mais je pense que d'autres pays pourraient se ranger du côté de l'Iran. Il pourrait y avoir une guerre totale dans la région. Et qui sait, d'autres pays pourraient être entraînés.
L'Iran a des alliés puissants, les Russes, les Chinois. Je veux dire, là, on parle d'une guerre mondiale. Donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ouvre une boîte de Pandore et on n'a aucune idée de ce qu'on a libéré. Et c'est pour ça qu'on n'aurait jamais dû faire ça. J'ai toujours été contre, pour toutes sortes de raisons. Avant tout, je pense que c'est une autre guerre inconstitutionnelle. C'est encore une guerre déclenchée par un président. Les présidents ne sont pas censés déclencher des guerres. C'est au Congrès de déclarer la guerre. La décision d'entrer en guerre doit être débattue et prise par consensus au sein du Congrès, pas sur un simple caprice d'un seul homme. Nous ne pouvons pas laisser un individu décider que l'Amérique part en guerre. Ce n'est pas ainsi que notre République a été fondée. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée, car les guerres deviendront beaucoup plus courantes et fréquentes si une seule personne peut décider de nous y entraîner pour n'importe quelle raison, ou même sans raison du tout. C'est bien plus difficile quand il faut convaincre le Congrès que la guerre est nécessaire et que chacun doit voter publiquement en sa faveur. Tu sais, je préfère largement voir ça plutôt que d'avoir un président qui n'aime pas à rendre de compte. Il n'y a même pas, tu vois, de réélection. Trump ne peut plus se présenter. Donc tu vois, d'autres républicains pourraient subir les conséquences de ces décisions, mais pas lui. Mais au moins, les membres du Congrès et les sénateurs, eux, tu sais, ils seront toujours tenus responsables de leurs décisions et de leurs votes, parce qu'ils doivent se représenter. Ou du moins, ils le veulent. Ces types sont constamment en campagne pour leur réélection. Donc, je préfère que des politiciens responsables décident de nous entraîner dans une guerre plutôt que quelqu'un qui n'aura de compte à rendre à personne. Oui, je suppose que l'aspect étrange, c'est que Trump semblait pencher vers l'idée que les États-Unis devaient opérer un virage, qu'ils ne pouvaient pas être partout. Donc, se recentrer sur l'hémisphère occidental et l'Asie. En d'autres termes, se retirer de l'Europe et du Moyen-Orient dès maintenant. Ouais, je suppose. Je suppose que le comité Nobel est content maintenant d'avoir décidé de ne pas lui donner le prix Nobel de la paix, finalement. Il était vraiment furieux de ne pas l'avoir obtenu. Il le réclamerait sûrement s'il le lui avait donné. Et ensuite, il part et déclenche une guerre. Oui, eh bien, je suppose que c'est un peu étrange. L'armée devrait être le dernier recours, car elle coûte cher, non seulement en termes financiers, mais aussi pour la société. Nous avons largué une bombe sur une école. Nous avons tué, disons, plus d'une centaine de jeunes filles. Évidemment, ce n'était pas notre intention, mais ce genre de choses arrive. C'est simplement une conséquence inévitable quand on lance des missiles. Ils ne touchent pas toujours la bonne cible, ou peu importe. Mais je pense à tous les frères et pères de ces filles. À quel point vont-ils détester les États-Unis maintenant, comparé à avant? You get arrested in ignorance. C'est ce genre de choses. We're making a lot of enemies when we do stuff like this. Eh bien, c'est le problème quand tout ce que vous avez est un marteau. Chaque problème ressemble à un clou. Je pense que c'est l'une des malédictions liées au fait d'avoir une grande armée. Quand on dispose de cette force, cela crée une demande apparente pour l'utiliser. Mais en ce qui concerne l'énergie, puisque vous avez mentionné non seulement les États du Golfe, mais aussi, comme vous l'avez dit, la fermeture du détroit d'Ormuz, par où transite 20% du pétrole mondial. Quelles seraient les conséquences plus larges, selon vous, en matière de guerres énergétiques ou de positionnement des autres grandes puissances? Eh bien, je veux dire, il est évident que la hausse des prix de l'énergie aura un impact sur les consommateurs. Quand cela devient plus cher, et dans la mesure où nous devons dépenser davantage pour l'énergie, il nous reste moins d'argent pour d'autres choses. Donc oui,
il y a clairement des conséquences. Maintenant, il y a aussi des gagnants, évidemment les entreprises énergétiques, dans la mesure où elles peuvent produire et vendre leur pétrole à des prix plus élevés. Ce seront elles les gagnantes. Mais dans l'ensemble, je pense que cela va causer beaucoup de tort à l'économie mondiale, qui repose sur l'énergie, et nous avons besoin de plus d'énergie que jamais, surtout maintenant avec tout le développement des centres de données pour l'intelligence artificielle. Tous ces centres de données ont besoin d'énergie. Ils doivent tous être alimentés. Ce n'était donc pas le bon moment pour déclencher une guerre au Moyen-Orient, même s'il n'y a jamais vraiment de bon moment pour en commencer une. Mais il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous aurions dû essayer d'éviter d'y aller. Et je ne pense pas qu'il y avait une menace imminente pour les États-Unis. Je ne sais pas exactement quelle était la menace pour Israël, ni pourquoi ils ont estimé qu'elle était si imminente qu'ils devaient attaquer l'Iran. Mais si c'était vraiment quelque chose qu'Israël devait faire, je pense malgré tout que les États-Unis auraient pu rester en dehors de tout cela. Et vous savez, cela aurait peut-être été mieux pour les États-Unis et pour la région, car alors l'Iran n'attaquerait pas nos bases militaires ni celles des autres pays. Le conflit serait concentré entre Israël et l'Iran. Je suis sûr que l'armée israélienne peut se défendre seule, mais vous savez, le fait que l'Amérique s'en mêle augmente vraiment les enjeux et rend la situation bien plus grave. Parce que vous savez, à leurs yeux, nous sommes les grands méchants, les types diaboliques, et beaucoup d'autres personnes dans le monde arabe le verront ainsi. Et plus cela durera, plus ils le verront de cette façon. Plus il y aura de civils tués, plus notre image sera mauvaise. Eh bien, en ce qui concerne l'approvisionnement énergétique, la Chine, bien sûr, a développé sa production d'énergie de manière très impressionnante. C'est une croissance tout à fait stupéfiante en termes d'offres d'énergie bon marché, ce qui constitue un excellent indicateur de puissance industrielle si l'on veut ce sang vital pour alimenter ces industries. Mais en Europe, nous avons plutôt le problème inverse. Nos dirigeants ont récemment célébré le fait de s'être libérés de l'énergie russe. Et maintenant, je suppose que contre notre gré, nous sommes également libérés de l'énergie du Moyen-Orient. Comment voyez-vous les économies européennes être influencées par cela? Oui, je veux dire, ils ont pris beaucoup de mauvaises décisions au nom du réchauffement climatique et de la volonté de s'éloigner des combustibles fossiles. Et ça a été un désastre. Ils doivent s'en détourner et commencer à exploiter les meilleures sources d'énergie possibles et oublier ces absurdités. Mais politiquement, c'est un peu comme ça que le balancier a oscillé. Je crois qu'à terme, les coûts élevés de l'énergie et les dommages qu'ils infligent aux économies provoqueront un retour de bâton contre ces politiciens et forceront une forme de changement dans leur programme là-bas. Je voulais aussi poser une question sur les marchés de l'or et de l'argent, car après avoir lu vos livres, c'est ce qui m'a vraiment motivé à acheter de l'or et de l'argent. Comment voyez-vous l'évolution de ces prix, puisqu'ils ont déjà explosé au cours des dernières semaines? Comment pensez-vous que l'or et l'argent vont évoluer à la suite de cela? Eh bien, ils n'ont pas vraiment... Ils n'ont en réalité presque pas bougé au cours de la semaine passée. Je veux dire, l'or est toujours autour de 5100, 5150. L'argent est à 82, 83 $, quelque part par là. Donc les prix des métaux n'ont pas beaucoup évolué. Il y a eu un mouvement initial à la hausse le dimanche soir, après les bombardements du samedi. Mais il est resté limité. Je veux dire, l'or n'a même pas atteint un nouveau sommet au-dessus de 5500. Et bien sûr, l'argent n'a même pas approché le record qu'il avait établi. Et puis, vous savez, on a eu le classique « acheter la rumeur, vendre la nouvelle ».
Je pense qu'il était assez évident depuis un moment que quelque chose allait se passer avec l'Iran, et certains traders s'étaient positionnés à l'achat sur le marché en prévision de cela. Quand c'est arrivé, ils ont vendu la nouvelle. Mais je pense qu'une fois que nous commencerons à digérer les implications, les prix de l'or et de l'argent vont grimper beaucoup, beaucoup plus haut. Gold and silver prices are just headed much higher. I mean, it was already a bullish case. Je veux dire, c'était déjà un scénario haussier même avant la guerre, mais la guerre le rend encore plus haussier. Donc je pense que nous allons assister à une forte hausse, surtout lorsque le dollar commencera à se replier et à baisser. La réaction instinctive, comme dans chaque conflit, consiste à acheter du dollar en tant que valeur refuge. Mais je pense que cet effet va s'estomper assez rapidement et que les marchés vont reprendre la tendance à la dédollarisation qui était déjà en cours, surtout lorsqu'ils commenceront à intégrer les déficits massifs que nous allons accumuler à cause de la guerre et de la récession qu'elle contribue à créer. Les déficits vont atteindre des sommets stratosphériques et nous allons faire tourner la planche à billets comme jamais auparavant pour les financer. Je pense que le monde va s'en rendre compte et accélérer encore davantage la dédollarisation et l'adoption de l'or. Eh bien, la dernière fois que nous avons parlé, vous aviez mentionné que vous prévoyiez une grande crise économique à venir, bien pire que celle de 2008 et 2009. Comment voyez-vous la tendance générale aujourd'hui? Est-ce que cela s'accélère dans cette direction? Ou voyez-vous une possibilité pour que l'Amérique s'en sorte d'une manière ou d'une autre, peut-être même avec certains avantages économiques? Je veux dire, à cause de la guerre. Écoute, je suppose que si nous parvenons réellement à atteindre ces objectifs en seulement quelques semaines, que le gouvernement iranien soit remplacé par un gouvernement plus favorable à l'Occident, qui ne soit pas un État religieux, que le peuple iranien bénéficie de plus de liberté et de droits, pour que ce soit une société plus tolérante, avec des valeurs plus proches de celles de l'Occident, et qu'elle ne représente pas une menace militaire pour qui que ce soit, ni un soutien au terrorisme ou quoi que ce soit de ce genre. Si nous obtenons ce scénario parfait, idéal, et que le Moyen-Orient devient beaucoup plus sûr et prospère, alors oui, je suppose que ce serait une victoire. Mais je veux dire, je trouve que c'est un peu naïf de croire que ce sera le résultat. Oui, je ne vois tout simplement aucun précédent historique pour ce genre d'issue. Toutes les aventures précédentes que nous avons entreprises ne se sont pas terminées ainsi, donc je ne m'attends pas à ce que celle-ci soit différente. Je pense que nous allons y rester longtemps, que nous allons dépenser beaucoup d'argent et que nous n'allons pas améliorer la situation. En fait, il y a de fortes chances que nous l'aggravions. Voilà ce que je pense. Juste une dernière question cependant. Voyez-vous quelqu'un tirer profit de cette guerre, ou est-ce simplement une perte immense pour le monde? Eh bien, il y a toujours des gagnants. Tout d'abord, le complexe militaro-industriel y gagne, car il reçoit désormais des commandes du Pentagone pour davantage d'armes et de bombes. Ces choses coûtent cher, et c'est pourquoi les actions militaires ont vraiment grimpé, parce que leurs bénéfices vont exploser à cause de cette guerre. Je veux dire, la guerre est très rentable pour les entreprises qui approvisionnent l'effort de guerre. Et oui, la guerre va bouleverser les choses de manière à ce que certains perdent et d'autres gagnent. Il y aura donc des entreprises et des pays qui s'en sortiront mieux parce que le monde est en guerre. Mais vous savez, il y aura aussi beaucoup de pays et d'entreprises qui s'en sortiront moins bien. Et dans l'ensemble, c'est une perte nette pour le monde. Je ne pense même pas que ce soit un jeu à somme nulle. Je pense qu'en général, le monde est plus pauvre, et cela sans même prendre en compte le coût humain. Oublions, si l'on peut dire, les individus qui perdent la vie
et l'impact que cela a sur leur famille. En dehors de tout cela, le monde s'en sort plus mal. Je veux dire, nous parlons de la destruction d'une grande partie des infrastructures en Iran, et maintenant il faut les reconstruire. En fait, Trump dit que nous allons aider à les reconstruire. Avec quel argent? Je veux dire, nous allons détruire les infrastructures avec des bombes coûteuses, puis nous allons les rebâtir. Donc nous allons payer pour les détruire, puis payer pour recréer ce qui existait déjà. Quel gâchis! Mais nous sommes déjà endettés. Alors écoutez, je pense qu'il y aura des gagnants et des perdants. Je pense que les États-Unis seront finalement les grands perdants. Je pense que le dollar en fera partie, surtout si nous perdons la guerre. Je veux dire, imaginez ça. Ce n'est pas hors du domaine du possible. Et si l'Iran tenait bon? Et si nous tirions toutes nos bombes et nos missiles, et qu'ils étaient toujours là? Oui, nous en tuerions un grand nombre, mais ils ne se rendraient pas. Le régime resterait au pouvoir, et il continuerait à nous tirer des missiles dessus. Et ensuite, allons-nous devoir mener une guerre terrestre? Allons-nous faire venir toutes nos troupes? Si nous devons faire cela, nous aurons pratiquement perdu toute l'idée selon laquelle nous allions tout faire depuis le ciel. Et pourrions-nous gagner sur le terrain? Je veux dire, l'Iran est un pays assez grand. Tu regardes ça sur une carte, tu vois. Et je veux dire, combien de troupes allons-nous envoyer là-bas? Les Iraniens pourraient être retranchés profondément sous terre. Je sais que ce ne sera peut-être pas une promenade de santé. Regarde, nous n'avons pas gagné la guerre du Vietnam. Nous sommes évidemment un pays bien plus grand que le Vietnam, et nous n'avons pas pu les battre. Alors, qui peut savoir? Il est possible que ce soit une humiliation pour les États-Unis et que notre réputation militaire en pâtisse. Tu sais, Trump ne cesse de dire que nous sommes si forts, si formidables, que nous avons le meilleur de tout. Eh bien, on verra. Tout est possible. Comme je l'ai dit, quand tu ouvres la boîte de Pandore, tu ne sais absolument pas dans quoi tu t'embarques. Oui, eh bien, c'est un pays d'environ 90 millions d'habitants, soit à peu près 2,7 fois la taille de l'Ukraine. C'est aussi un pays immense et montagneux, donc sans troupes au sol, cela pourrait être difficile à réaliser. Et la Russie n'a même pas encore gagné en Ukraine. Regarde depuis combien de temps ils mènent cette guerre. Oui, non, ça ne semble pas être une très bonne stratégie du tout. Mais juste une dernière question. Une grande partie du système post-Bretton Woods repose sur le pétrodollar. Les États du Golfe vendant leur pétrole en dollars, puis réinvestissant ces dollars aux États-Unis. Une grande partie de cela repose sur l'idée que la garantie de sécurité des États-Unis serait solide. Voyez-vous une possibilité que les États du Golfe se retirent après cela ou une perturbation du système? Oui, je veux dire, je le prédisais déjà avant la guerre. Je pense que ça pourrait en fait accélérer les choses. Maintenant, peut-être que certaines personnes pensent que ça va ralentir, que la guerre poussera les gens à acheter du dollar, ce qui s'est produit jusqu'à présent. Mais je ne le crois pas. Au fur et à mesure que la guerre se poursuit, on va assister à un retournement du dollar. On verra davantage d'argent continuer à affluer vers l'or, et cela va affaiblir la position du dollar en tant que monnaie de réserve. Eh bien, comme toujours, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que vous êtes occupé et je l'apprécie vraiment. Oui, et vous savez, vos auditeurs devraient profiter du fait que les marchés sont calmes en ce moment. C'est un peu comme pour le pétrole, qui a eu une réaction différée. Pendant les premiers jours, tout le monde célébrait en disant « Oh, regardez, le pétrole a à peine augmenté. C'est grâce au forage à tout va de Donald Trump. » Eh bien, nous produisons à peine plus de pétrole maintenant qu'en 2024, donc cela n'a rien à voir.
Je pense que c'était simplement une réaction différée. Et maintenant, le pétrole est monté à presque 90 $ et continue de grimper. Et je pense que l'or va lui aussi avoir une réaction différée. Je pense que l'or va exploser beaucoup plus haut. Nous pourrions atteindre 6 000 très rapidement. Donc, avant que cela n'arrive, les gens devraient en acheter. Vous devriez aller sur le site de mon entreprise, ShiftGold, à shiftgold.com, et acheter de l'or, acheter de l'argent maintenant, avant la prochaine grande hausse, qui pourrait survenir n'importe quel jour. Et aussi, comme je l'ai mentionné, il y a des gagnants et des perdants. Je pense que les stratégies d'investissement que nous poursuivons chez Euro-Pacific Asset Management feront de nos clients de grands gagnants sur le plan économique. Je veux dire, nous perdons tous en tant qu'Américains, nous perdons en tant qu'êtres humains, mais nous pourrions gagner en tant qu'investisseurs. Et vous savez, c'est tout ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas contrôler la guerre. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Donc, nous pouvons soit perdre, soit en tirer profit. Et entre ces deux options, je préfère gagner de l'argent que perdre de l'argent. La plupart des gens vont perdre de l'argent parce qu'ils suivent de mauvaises stratégies. Mais je pense que les stratégies que nous mettons en œuvre chez Euro-Pacific Asset Management vont l'emporter. Les gens devraient se rendre sur notre site web et contacter nos conseillers sur europac.com ou, si vous préférez le faire vous-même, renseignez-vous sur mes fonds communs de placement. J'en ai 5 que nous gérons et vous pouvez obtenir des informations sur les 5 sur europac.com. Vous pouvez les acheter sans commission dans n'importe quelle grande société de courtage à escompte du pays. Alors, faites vos recherches dès maintenant et positionnez-vous, car si vous attendez trop longtemps, je pense que le résultat sera malheureux. Et malheureusement, la plupart des gens se retrouveront dans cette situation. Eh bien, je laisserai un lien dans la description, car je suis tout à fait d'accord. Quand le monde brûle, il est important de protéger aussi sa richesse. Merci beaucoup. D'accord, Gilbert.